est capable de favoriser, de soutenir cette mobilisation de cellules souches. Au niveau du plasma flow, on sait qu'on peut soutenir la microcirculation et diminuer le stress oxydatif. Et au niveau du C-active, on sait quand même que c'est un anti-inflammatoire sélectif, donc on peut jouer quand même sur l'inflammation chronique. Donc là, on a parlé plus de ce que j'appelle le mécanisme d'action du vieillissement, c'est-à-dire vraiment au niveau cellulaire. On va voir après les conséquences de tout ça et au niveau des organes. Je vais quand même revenir sur l'inflammation chronique parce que c'est quand même quelque chose de très important et comme elle augmente au niveau du vieillissement, les conséquences aussi sont effectivement sont quand même assez importantes à prendre en compte. Quand on dit inflammation, on a, comme vous le savez, des médiateurs de l'inflammation. Donc, quand ils sont produits en trop grande quantité, ils vont rester au niveau du sang, ils peuvent pénétrer dans les organes et donc altérer toutes les réactions cellulaires. On a vu aussi qu'on a le vieillissement du système immunitaire, qui aussi est lié à cette inflammation chronique. On a les dommages liés à l'ADN et puis on a aussi le stress oxydant. Et n'oubliez pas, le stress oxydant augmente l'inflammation chronique et l'inflammation chronique entretient le stress oxydant. Donc, c'est deux mécanismes cellulaires qui s'auto-entretiennent et qui sont très importants dans le vieillissement. Et l'inflammation chronique, on l'a déjà vu, est dénominateur commun de énormément de pathologies, mais dans le cadre du vieillissement, de certaines pathologies qu'on retrouve fortement, très souvent, dans le cadre du vieillissement, comme les maladies cardiovasculaires, athérosclérose, hypertension, tout ce qui est sarcopénie, donc c'est-à-dire le phénomène de fonte musculaire, qui peut être à l'origine de chute quand on vieillit, la dépression, qui augmente aussi, qui peut être présente chez les personnes âgées, tout ce qui est maladie neurodégénérative, donc par exemple Alzheimer, la démence, qui peut apparaître dans le cas de vieillissement, et puis toutes les maladies que je dis métaboliques, donc obésité, surpoids, diabète de type 2, puisqu'on augmente l'inflammation et le stress oxydant avec l'âge, on augmente aussi le risque de maladies cardiovasculaires et de maladies métaboliques. On a aussi la présence d'inflammation dans le cas de cancer. Donc, on voit bien que plus on vieillit, plus on est quand même plus fragile, puisqu'il y a quand même le système immunitaire qui vieillit, des dommages qui peuvent arriver aux organes, et donc une augmentation du risque de développer certaines pathologies. Donc, il faut voir aussi qu'on a, lors du vieillissement, une faiblesse osseuse, donc un risque de chute plus important. On a quand même une faiblesse musculaire, un ralentissement du métabolisme général, une dysfonction de certains organes, et puis la diminution de production d'hormones. Donc effectivement, pour les femmes, on a la ménopause, mais on a aussi, de toute façon, chez les hommes et les femmes, une diminution de la production d'hormones, et ces hormones régulent des fonctions vitales du corps. On a aussi une diminution de la production de neurones et de la plasticité cérébrale, donc des fois des risques de perte cognitive, de fonction cérébrale. Donc, ce qui est aussi important comme fonction à prendre en compte, c'est la fonction articulaire. Je vous ai toujours dit dans la déformation, les articulations, c'est les pièces maîtresses de la mobilité. Quand on perd en mobilité, automatiquement, les personnes vieillissantes vont perdre en autonomie et vont être plus dépendants. Et c'est là où il y a des risques aussi pour la santé qui se développent. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau d'une articulation quand elle vieillit? Il y a une faiblesse musculaire et une diminution de la densité osseuse. Comme je vous l'ai dit, l'articulation, ce n'est pas que le cartilage. On a un déclin de la nutrition du cartilage parce que, voilà, si on a aussi les vaisseaux sanguins qui vieillissent, qui ont un débit moins important, ils vont apporter moins d'oxygène, moins de nutriments, etc. à l'articulation aussi. Il y a une augmentation, comme on l'a vu, du stress oxydant ou des médiateurs de l'inflammation. Donc ça va forcément fragiliser le cartilage qui aussi produit moins d'éléments de la matrice extracellulaire de l'articulation. Donc on a quand même une perte de mobilité, de flexibilité articulaire au fur et à mesure du vieillissement, puisqu'on a moins de collagène, moins d'éléments de la matrice qui est produit. Donc on absorbe moins les chocs, on a moins aussi de flexibilité. Donc on perd quand même facilement, si la fonction articulaire est très dégradée, la qualité de vie, l'autonomie, on peut avoir des douleurs chroniques, etc. Donc, on a vu un peu tout ce qui peut se passer au niveau du vieillissement, au niveau cellulaire, et puis un peu les conséquences. Maintenant, on va se dire comment on peut accompagner ce vieillissement, parce qu'on n'est pas capable de rajeunir, mais par contre, on est fortement capable d'adopter des stratégies naturelles
pour bien vieillir et continuer effectivement à profiter le plus longtemps possible en bonne santé. Donc, dans le mode de vie, il y a un certain nombre de choses qui est absolument indispensable et c'est vraiment la base, hein, parce que parler de produits naturels et de compléments alimentaires, c'est très bien, mais il y a aussi effectivement des habitudes qui sont la base et le ciment de cette santé. Il y a effectivement tout ce qui est alimentation, donc une alimentation équilibrée avec des fruits et des légumes. Ils sont riches en fibres, ils sont riches en antioxydants, ils sont riches en vitamines, en minéraux qui sont effectivement absolument indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme. On a effectivement, en général, pour les personnes vieillissantes, on augmente un petit peu la quantité de protéines, donc de viande, poisson, œufs, etc., ou protéines végétales, hein, légumineuses, etc., de 20% pour compenser un petit peu le fait que on produit moins bien des protéines au niveau du corps, on les assimile moins bien, et puis aussi pour pallier à cette perte musculaire aussi. On mange toujours des féculents à chaque repas, donc ça ne change pas. On diversifie les sources. Et on augmente un petit peu la quantité de produits laitiers. Donc là, c'est plus au niveau des risques d'ostéoporose, de la perte calcique. Donc vraiment très, très important de maintenir un apport suffisant en calcium, en vitamine D, une bonne hydratation, parce qu'en général, les personnes, quand on vieillit, mais c'est aussi le cas, hein, je veux dire, à tout âge, des fois, on ne boit pas assez, on a moins la sensation de soif, donc c'est important de maintenir une bonne hydratation, de garder la fréquence des repas, hein, des repas qui sont pris à table et conviviaux, et puis de maintenir une activité physique. Donc là, c'est valable à tout âge, mais c'est d'autant plus important quand on vieillit, tout simplement parce qu'on augmente, ça permet de maintenir la masse musculaire et donc de maintenir la mobilité aussi, de maintenir, de diminuer tout ce qui est douleur articulaire. C'est bon pour effectivement tout ce qui est fonction cardiaque, fonction stress, qualité du sommeil, c'est bon pour le moral aussi, pour l'humeur. Donc, il y a toute une partie comme ça sur l'activité physique. Alors, on n'est pas obligé de faire des sports très, très cardiaques. Hein. Ça peut être du jardinage, ça peut être du vélo, ça peut être de la marche, ça peut être des choses qui sont appréciées. Mais par contre, au moins 30 minutes par jour ou 2h30 par semaine. Et puis, de maintenir un lien social. Donc ça, c'est effectivement quand on vieillit, c'est une des choses qui est très importante aussi, que ce soit pour la fonction cognitive, le moral et pour tout un tas finalement de fonctions et pour notre santé et notre bien-être. C'est important aussi de maintenir effectivement des activités sociales ou le lien social. Donc ça, c'était la base et le ciment comme mode de vie. Bien évidemment, une chose qui est importante, qu'on a déjà vu mais qu'on va revoir un petit peu, c'est le stress oxydatif, le stress oxydant. Ça permet de maintenir une fonction, une circulation du sang normale, de diminuer ce stress oxydatif, de soutenir, comme on a vu, la fonction mitochondriale. Donc, c'est la production d'énergie au niveau cellulaire et le maintien de l'information génétique au niveau des télomères. Donc, pour rappel, la circulation du sang, voyez-le comme une autoroute qui distribue aux tissus tout ce que les tissus ont besoin, les nutriments, l'oxygène, un apport de cellules souches, de cellules immunitaires, etc. Si la livraison ne se fait pas et si les capacités de transport sont altérées, effectivement, rien ne va se passer au niveau des tissus. Donc, en permanence, on utilise l'oxygène. Donc, on a des espèces réactives à l'oxygène qui sont produits, c'est normal, on en a besoin un petit peu, mais par contre quand il y en a trop, c'est un déséquilibre et donc du coup, ça va avoir des conséquences sur, ces espèces sont très instables et donc elles vont provoquer des dommages aux protéines, ADN, aux vaisseaux sanguins, aux graisses qui sont dans le sang, donc favoriser l'athérosclérose. Ça entretient l'inflammation et ça diminue la capacité des vaisseaux à se dilater, c'est-à-dire à maintenir un débit sanguin suffisant. Tout ce stress oxydant, on l'a vu, est augmenté en cas de vieillissement, d'hypertension, de maladies métaboliques, après un effort physique, etc. Donc il y a vraiment des fluctuations. Et l'idée, c'est d'avoir des apports d'antioxydants, donc par l'alimentation. On peut aussi contribuer, complémenter avec certains antioxydants, par exemple dans des compléments alimentaires. Le but, c'est de piéger ces espèces instables pour maintenir un équilibre. On est toujours dans un équilibre. Comme je vous l'ai dit un petit peu, donc on a besoin d'énergie pour les réactions cellulaires au niveau du corps.
Ça se passe au niveau de la mitochondrie, donc voyez-le vraiment comme une usine à énergie. Quand on produit de l'énergie au niveau cellulaire, on produit aussi des radicaux libres, donc ces fameuses espèces réactives à l'oxygène. Donc, il faut aussi les piéger et en cas de vieillissement, on a un moins bon rendement énergétique et le captage de ces radicaux libres est moins efficace. D'où l'idée quand même d'un apport antioxydant pour soutenir cette production aussi d'énergie au niveau cellulaire. Et comme je vous l'ai montré aussi, c'est important d'avoir un apport d'antioxydants pour éviter des dommages à l'ADN irréversibles et qui vont favoriser la perte d'informations génétiques au bout des chromosomes et donc au fur et à mesure aussi des divisions cellulaires. Donc c'est important de soutenir cette fonction des télomères, puisque les télomères, plus ils raccourcissent, plus ça favorise le vieillissement des cellules. Donc au niveau d'un apport d'antioxydants et aussi pour la fonction du circulatoire, on a le plasmaflow. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Petit rappel, on a des antioxydants, donc cacao, argousier, astaxanthine et extrait d'olive. Tout ça, c'est standardisé, ces 4 ingrédients en molécules actives. Donc, on a aussi des extraits spécifiques pour la fonction circulatoire, santé veineuse et vraiment les petits vaisseaux sanguins. Donc, on a le ginkgo biloba, la centella asiatica et l'hesperidine de citron. Et on a des enzymes qui vont digérer l'excès de fibrine. Donc, la fibrine, c'est une des protéines qui est absolument indispensable à la coagulation du sang, pour éviter par exemple les hémorragies ou les pertes de sang trop importantes. Mais quand il y en a trop, ça va boucher les vaisseaux. Et donc du coup, il faut réguler cette quantité de fibrine. Donc on a le plasmaflow qui va permettre, dans le cadre du vieillissement, d'apporter des antioxydants et de soutenir la fonction circulatoire. Donc on a vu que l'inflammation chronique était une composante très importante aussi du vieillissement. C'est aussi un dénominateur commun, on l'a vu, de nombreuses maladies. On va juste faire un petit rappel. Bon, on l'a déjà vu en formation, mais c'est juste pour que vous ayez les idées bien claires. L'inflammation, c'est notre mécanisme de défense, c'est-à-dire que le système immunitaire s'est mis en route, on a détecté un pathogène, un virus, une bactérie, quel que soit ce qui est extérieur au corps humain, ce qui est reconnu comme étranger. Donc, le système immunitaire va se mettre en route, on va détruire le pathogène. Il y a des médiateurs de l'inflammation qui sont produits, qui vont coordonner aussi le recrutement des cellules immunitaires, des cellules souches. Et là, il y a une réparation du tissu quand on se blesse. Donc l'inflammation aiguë, il y a souvent des douleurs, des rougeurs, de la fièvre, etc. Donc ça, c'est l'inflammation aiguë, mais elle est de courte durée, donc elle ne perdure pas dans le temps. Et ça, c'est un mécanisme d'action qui est très positif de défense pour l'organisme. Par contre, quand l'inflammation perdure dans le temps, donc quand elle devient vraiment généralisée sur le long terme, c'est là où il y a des conséquences négatives pour l'organisme, puisque en fait, le système immunitaire et les médiateurs de l'inflammation sont en état de suractivation, ils sont tout le temps présents. Dans le sang, ils circulent, et progressivement, ils vont rentrer dans tous les tissus et perturber toutes les réactions cellulaires. Donc, on parle bien de cette inflammation chronique qui augmente avec le vieillissement. On sait que cette inflammation chronique, comme on l'a vu, est augmentée par un certain nombre de facteurs, comme on l'a vu, déséquilibre nutritionnel, stress, anxiété, manque de sommeil, sédentarité, donc le manque d'activité physique, et les contaminants de l'environnement. Donc, on sait aussi qu'il y a de plus en plus d'inflammation chronique depuis quelques années. On a vu que ça augmente pendant le vieillissement. On a vu aussi, effectivement, que l'inflammation chronique est le dénominateur commun de beaucoup de maladies. Donc, on a, comme le montre cette slide, énormément d'inflammation chronique, même pour des pathologies où, à la base, on ne pensait pas qu'il y avait une inflammation. Que ce soit les maladies neurodégénératives, plus on a d'inflammation chronique, plus on a un déclin cognitif qui est important dans les 6 mois, donc 2 à 4 fois de déclin cognitif plus important pour les personnes atteintes d'Alzheimer ou Parkinson. Donc on voit bien le lien avec l'inflammation. La dépression, quand on donne effectivement des anti-inflammatoires à une personne qui est dépressive, on a effectivement on a moins de symptômes de dépression.
toutes les maladies métaboliques, hein, obésité, surpoids, diabète, hypertension, problèmes au niveau des profils lipidiques, les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans les pays industrialisés, l'AVC. Donc tout ça, ce sont des pathologies où on a de l'inflammation chronique. Tout ce qui est asthme, allergie, obstruction des voies respiratoires chroniques, donc tout ce qui est santé pulmonaire, complications diabétiques, dans le cas de cancer, on l'a vu, et puis tout ce qui est maladie inflammatoire chronique de l'intestin, maladie de Crohn, diabète, etc. Donc on voit bien que dans le cas du vieillissement, on a cette inflammation chronique et en plus, on a plus de risques de développer des maladies. Donc c'est vraiment important de diminuer cette inflammation chronique. Donc il existe des anti-inflammatoires naturels comme le C-Active qui est un extrait de spiruline standardisé à 30% de phycocyanine. Donc la phycocyanine, c'est le pigment bleu de tous les algues bleu-vertes, hein, pour rappel. Et donc, on a publié l'activité anti-inflammatoire qui est sélective. On va en fait diminuer l'activité de deux enzymes, COX-2 et 5-LOX, et donc on va produire moins d'éléments de l'inflammation. Et cet effet anti-inflammatoire est sélectif. C'est-à-dire que on ne diminue pas la surveillance immunitaire normale. Donc, ce qui est important, c'est que quand on prend certains anti-inflammatoires non stéroïdiens médicamenteux, on peut avoir une diminution de cette surveillance immunitaire normale, c'est-à-dire la capacité du corps à détecter les virus, les pathogènes, les infections. Le C-Active a une action anti-inflammatoire sélective, mais par contre, soutient cette surveillance immunitaire normale. Donc ça, c'est très important. Ce qu'on a publié aussi, c'est 3 études cliniques donc chez l'homme, hein, sur le C-Active, donc des personnes atteintes de douleurs articulaires depuis plus de 6 mois. Donc il y a 3 études qui ont été faites à plus ou moins court terme et long terme avec 3 doses de C-Active. Et on a diminué les scores de douleurs chroniques chez ces personnes atteintes de douleurs chroniques articulaires. Donc ça, c'est très important parce qu'on l'a vu donc, contre placebo, hein, et on l'a vu aussi à très court terme, c'est-à-dire dès 2 à 4 semaines de consommation, au repos comme à l'activité physique, on va diminuer les scores de douleur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que l'effet anti-inflammatoire a un effet sur les douleurs chroniques. Et diminuer les scores finalement de douleurs chroniques va aussi avoir un impact sur la qualité de vie. On peut faire plus d'activités quotidiennes et aussi on diminue la douleur pendant l'activité physique. Donc on essaye de maintenir une activité physique. On a donc le C-Active, hein, comme on le disait, donc c'est 4 fois plus concentré que la spiruline quand on le prend en algue entière. On l'a standardisé à 30% de phycocyanine. On a une partie qui est de la phycocyanine et une partie qui n'est pas de la phycocyanine, qu'on a appelée lockdown. Donc on va finalement jouer sur 2 enzymes pro-inflammatoires. On n'inhibe pas la surveillance immunitaire normale et du coup, on a 3 études cliniques où on est à 2 gélules par jour. Comme le Plasmaflo, on est à 2 gélules par jour. Donc, on voit aussi que du coup, on a quand même un système d'extraction qui est breveté, hein, pour le C-Active. On n'utilise pas de solvant. On a un séchage basse température. Et comme tous les compléments alimentaires, il est certifié sans gluten, comme le Plasmaflo, comme on a vu. Donc, on a vraiment un produit qui est très intéressant au niveau de l'inflammation chronique. Et on a aussi, comme vous le savez, besoin, dans le cas du vieillissement, de soutenir notre capacité de réparation et de renouvellement, puisque les cellules souches n'échappent pas effectivement au vieillissement. Donc, rappel, effectivement, s'il y a des nouveaux ici dans cette formation, les cellules souches, notre réserve principale, c'est la voile osseuse. On a aussi certains quand même tissus qui ont des réserves de cellules souches en local. Donc, les cellules souches ont une propriété unique. Elles peuvent se transformer, donc on dit se différencier en d'autres types de cellules. C'est les seules cellules capables de faire ça. Et ce qu'on sait, c'est qu'elles peuvent se transformer en pratiquement n'importe quel type de cellule.
en cellules du cœur, en cellules du cerveau, en cellules du pancréas, du muscle, etc. Sur cette base, effectivement, depuis les années 2000, et ça a été confirmé depuis finalement plusieurs centaines d'études, les cellules souches constituent notre système naturel de réparation et de renouvellement. Juste petit rappel, comment ça se passe. Les tissus en besoin de réparation sont capables de sécréter des molécules signal qui vont déclencher la libération des cellules souches de la moelle osseuse vers le sang. On a donc plusieurs millions de cellules souches qui sont capables de circuler dans le sang. Elles vont être guidées par des molécules de guidage. Elles vont migrer vers le tissu en besoin, rentrer à l'intérieur et se transformer, donc se différencier en cellules du tissu. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on mobilise, donc quand on augmente le nombre de cellules souches en circulation, on a tout un tas d'études qui ont montré une variété de bénéfices dans le cadre de diabète, dans le cadre des fonctions Alzheimer, Parkinson, donc dans les maladies neurodégénératives, pour la santé cardiovasculaire en général, la fonction rénale, la fonction musculaire, la santé articulaire, la fonction hépatique et intestinale, les blessures traumatiques, la cicatrisation, etc. Donc, on a une variété de bénéfices pour tout un tas de maladies. Et n'oubliez pas que même en cas quand on est en bonne santé, on a besoin d'avoir un renouvellement des tissus, parce que chaque tissu se renouvelle à des vitesses différentes, de quelques jours pour l'intestin, plusieurs années pour le cœur, le pancréas, etc. Donc, on a besoin d'avoir un nombre de cellules souches suffisant disponible pour le renouvellement et la réparation. Donc, c'est important, et surtout qu'en cas de vieillissement, on a quand même une fonction des cellules souches qui est diminuée. Donc, le Semenens est un extrait d'AFA. Ce qui est breveté chez Cérule, c'est qu'il y a le procédé de récolte de l'AFA, la fabrication de l'extrait en tant que tel, donc quelle méthode on a utilisée pour produire cet extrait, et le bénéfice physiologique, le fait que ça mobilise les cellules souches. Donc, 1 heure après consommation d'1 gramme de l'extrait, donc du Semenens, on a 3 à 4 millions au minimum de cellules souches nouvelles en circulation 1 heure après consommation. Donc, les études sur le Semenens, en résumé, donc la propriétaire, dans le sens où ce n'est pas un autre extrait d'AFA, c'est vraiment le Semenens. On a sur le diabète, donc soit chez un modèle animal de diabète et des diabétiques de type 2 chez l'homme, où on diminue à jeun l'hémoglobine glyquée, donc qui est le marqueur le plus important chez les diabétiques de type 2. On a sur un modèle de fibrose hépatique, où on va augmenter on va diminuer la fibrose, on va améliorer les scores histopathologiques, donc tout ce qui est structure du foie et au niveau des tissus, et on va améliorer tous les marqueurs inflammatoires, de fibrose, les enzymes hépatiques, etc. Et sur les blessures, donc là on est sur les entorses, en préclinique on a vu qu'on augmentait la régénération musculaire, et en clinique chez des athlètes professionnels, des sportifs, on a vu qu'on augmentait, on améliorait la récupération après une entorse. Donc moins de douleur, meilleure flexibilité, meilleure amplitude de mouvement, et les joueurs ont rejoué 1 semaine avant. Donc on a comme ça tout un pan d'études sur le Semenens pour illustrer le fait des bénéfices santé quand on a plus de cellules souches. Et puis on a vu avant toute la variété de bénéfices quand on a plus de cellules souches en circulation. Donc, ce qui est intéressant dans le Semenens Ultra, c'est qu'on n'a pas que le Semenens. Donc, on a effectivement trois mobilisateurs de cellules souches. On a aussi un extrait d'algues brunes, donc un extrait de wakame, qui est standardisé à plus de 80% de fucoïdans, qui aussi a des études pour montrer que ça augmente le nombre de cellules souches en circulation. Et on a un deuxième extrait qui est exclusif à Cérule, le mésenchyme. Donc, c'est un extrait de spiruline. Donc, c'est plus la fraction bleue comme dans le C-actif, c'est la fraction jaune qui aussi va augmenter le nombre de cellules souches en circulation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 3 mobilisateurs, 3 mécanismes d'action différents, donc une complémentarité de ces 3 mobilisateurs. Une synergie entre ces 3 ingrédients. Donc, pour rappel aussi, le Semenens, bon, effectivement, il y a la mobilisation de cellules souches
qui est quand même quelque chose de très novateur. On a aussi le soutien au système immunitaire, il faut le savoir. Hein. On avait fait une petite formation là-dessus, mais juste pour rappel, la spiruline, l'afa et le wakame, et quand on fabrique ces extraits, on concentre aussi un certain nombre de molécules qui vont agir sur le système immunitaire. On a aussi l'afa contient de la phényléthylamine qui a un rôle sur tout ce qui est régulation de l'humeur, concentration, attention, fatigue et qualité du sommeil, au-delà de l'effet de la spiruline. Donc, on a vraiment comme ça quand même des bénéfices santé au niveau du système NS ultra, qui est principalement, effectivement, est le plus novateur, les cellules souches, mais aussi tout un tas de bénéfices liés aux algues qu'on a mis dans le système NS. Pour le vieillissement, effectivement, on l'a vu, la perte de mobilité est quand même quelque chose qui vient de façon très fréquente. Comme je vous l'ai dit, au niveau de l'articulation, il faut bien prendre en compte le cartilage qui est en bleu, l'os et les muscles qui relient tout ça entre eux. Donc on a quand même une pathologie qui est la plus répandue et qui est fréquente avec le vieillissement, c'est l'arthrose. On a une dégradation de ce cartilage. Au bout d'un moment, on voit même plus de cartilage entre les deux os, donc on perd vraiment en mobilité. On a une destruction des chondrocytes, donc c'est les cellules qui sont capables de produire tous les éléments de la matrice extracellulaire de l'articulation. On a une perte de collagène, enfin de tous les éléments de cette matrice. On a un remodelage de l'os. On a souvent des ostéophytes qui se forment, donc des petites excroissances osseuses qui déforment l'articulation, et une inflammation. Donc on a des douleurs, on a de la raideur, un gonflement de l'articulation, on limite la mobilité et on a vraiment une perte de qualité de vie. Donc n'oubliez pas, pendant le vieillissement, l'inflammation et le stress oxydatif sont augmentés et ça fragilise le cartilage, les tendons, l'os. Donc on a comme ça quand même en vieillissant on est quand même un risque au niveau articulaire. Augmenté par la perte calcique, un manque de vitamine D qui est très fréquent et puis aussi une faiblesse musculaire. Donc, en matière de douleur articulaire, que ce soit pendant le vieillissement ou pas d'ailleurs, qu'est-ce qu'on prescrit? Des anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc ça marche. Par contre, c'est quand même pas conseillé de les prendre quand même à long terme, parce que ça peut avoir des effets secondaires sur le système digestif, la coagulation, les facteurs de risque cardiovasculaire. Et puis, des fois, il faut en prendre un peu plus, donc des fois, ce n'est pas toujours efficace sur la douleur. Et le remplacement chirurgical d'un cartilage marche une fois sur deux à peu près, mais souvent on a une diminution de la qualité de vie, de la mobilité. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avant d'en arriver là? On a le mélange glucosamine-chondroïtine, donc le complément alimentaire le plus vendu pour la fonction articulaire, qui a été déremboursé par la Haute Autorité de Santé parce qu'il n'y avait pas en termes d'amélioration de la fonction articulaire ni une amélioration de la douleur. Donc, dans le C-Activ-Flex, qui contient du C-Active, donc pour la partie qu'on a vue, diminution des scores de douleur, action anti-inflammatoire, antioxydante, on a 3 autres ingrédients qui sont tous cliniquement testés pour la fonction articulaire. On a la poudre de cerise griotte riche en polyphénol qui va réduire tout ce qui est douleur musculaire et articulaire, principalement liée à l'effort aussi, donc ça permet de maintenir une mobilité. On a la membrane de coquille d'œuf qui est cliniquement testée pour diminuer ces marqueurs de dégradation du cartilage dans le sang et les urines. Et pour les personnes atteintes d'arthrose, on a vu que la membrane de coquille d'œuf est capable de réduire toute la douleur, le gonflement, la raideur et augmenter la distance de marche. Pareil pour le Boswellia serrata, amélioration fonctionnelle des patients atteints d'arthrose. Donc on diminue la douleur, le gonflement, la raideur. Et ces 4 ingrédients sont vraiment standardisés en molécules actives et introduits aux doses cliniquement testées. Donc, la dose journalière, c'est 2 matins, 2 soirs, donc 4 gélules par jour. Toujours certifié sans gluten, comme toute la gamme de compléments alimentaires. Donc, on a aussi ce produit pour la fonction articulaire. Donc, ça va avoir une triple action antioxydante, action anti-inflammatoire, action spécifique pour
sur l'articulation, sur le cartilage, on protège, on nourrit l'articulation et aussi on protège. Et donc, on va comme ça pouvoir améliorer la flexibilité, supporter la fonction articulaire, soulager l'inconfort et donc essayer de maintenir cette mobilité. Donc, on a bien vu que dans le cadre du vieillissement, ce qui est important, c'est effectivement de maintenir, de soutenir ce rôle naturel des cellules souches, donc pour vraiment soutenir les capacités de renouvellement et de réparation, soutenir une fonction articulaire, soutenir la circulation sanguine et avoir une action antioxydante, anti-inflammatoire. Et en plus de ce qu'on a vu sur tout ce qui est mode de vie, donc alimentation, activité physique, etc. Donc, on a comme ça des stratégies qu'on a vues, naturelles, que je vais résumer un petit peu. On a l'alimentation variée, équilibrée. On a le maintien d'une activité physique, maintien des liens sociaux, soutenir la microcirculation, diminuer le stress oxydant et l'inflammation chronique. Soutenir ce que j'appelle la machinerie cellulaire, donc production d'énergie, protection de l'ADN, ça passe aussi par l'apport d'antioxydants. Soutenir, donc on a vu les capacités de régénération et de renouvellement des tissus et soutenir ses articulations et sa mobilité. Donc, on a comme ça dans ces stratégies naturelles nos quatre produits, donc Semelens, Plasmaflow, C-Active et C-Active Flex, donc qui vont pouvoir effectivement être complémentaires dans leur action et donc faire partie de ces stratégies naturelles pour le vieillissement. Voilà, donc déjà pour finalement cette formation au niveau de comment bien vieillir, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et comment on peut agir, parce que finalement, il y a quand même des facteurs qu'on ne maîtrise pas, mais certains facteurs, si. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer effectivement à la session questions-réponses. Donc vous pouvez poser vos questions sur le chat et j'y répondrai. Donc déjà, je vais répondre à Agnès. Donc oui, l'enregistrement sera avec les commentaires. Alors si vous parlez de commentaires, je pense aux questions, oui. L'enregistrement contiendra les commentaires. Qu'est-ce qui peut provoquer un excès de fibrine? Question de Nathalie, donc une inflammation chronique. Le stress oxydant joue sur l'excès de fibrine. On peut avoir aussi certaines pathologies au niveau cardiovasculaire qui peuvent augmenter l'excès de fibrine. Donc, on a comme ça toute une variété de pathologies aussi. Mais l'inflammation chronique et le stress oxydant augmentent aussi l'excès de fibrine. Donc, pour la maladie d'Arnold, donc après, là, je ne connais pas forcément cette pathologie, mais je pourrais par contre faire des recherches et effectivement revenir dessus, parce que je ne connais pas tout. Mais il n'y a pas de souci, je vais me renseigner pour la maladie d'Arnold, Edith, et ce que je vous propose, c'est que vous envoyez un mail à infofrance@cerule.com en redonnant cette question. Et puis moi, entre-temps, j'aurais fait la recherche pour répondre à cette question. Donc, Gaëlle a une question sur quelqu'un qui est insuffisant rénal. Donc, pour l'insuffisance rénale, déjà, je conseille toujours de faire un point avec le médecin sur les marqueurs de fonction rénale. C'est important de les doser régulièrement au niveau du sang pour faire un petit bilan régulier. C'est important de contrôler dans le cas de l'insuffisance rénale de la mobilisation de cellules souches. Il y a des études qui montrent chez les insuffisants rénaux qu'avoir plus de cellules souches en circulation permet quand même de limiter les complications et l'aggravation. Donc vraiment 4 à 6 Semelens Ultra. Il y a aussi la partie inflammatoire. Donc peut-être 2 C-actifs serait pas de refus. Et puis après, effectivement, de voir avec le médecin s'il y a d'autres choses qui peuvent effectivement être améliorées, parce que l'insuffisance rénale, il y a quand même une question de stade et d'autres facteurs de risque à prendre en compte. Est-ce qu'il y a une contre-indication de la spiruline au niveau de la thyroïde? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que nous, on a quand même des extraits. On ne vend pas d'algues entières. Donc, au niveau de la quantité d'iode, on est quand même
très, très bas au niveau de la quantité d'iode qu'on retrouve dans un extrait. Donc, pour moi, il n'y a pas de contre-indication ou d'interaction. Après, on est capable, si c'est le médecin, par exemple, qui suit la personne qui a un problème de thyroïde, nous demande la quantité d'iode, en particulier pour la spiruline et donc pour le C-active et le Stemmenens, on est capable de donner la quantité d'iode. Mais on est sur des extraits, on n'est pas sur un algue entière. Donc, la quantité d'iode est quand même très, très faible. On ne concentre pas spécialement les vitamines et les minéraux. Ce n'est pas des supplémentations, on n'est pas sur de l'algue entière, hein, on est vraiment sur un mobilisateur de cellules souches, un anti-inflammatoire naturel, donc, ou intégré dans un produit de fonction articulaire. Donc, moi, je ne vois pas de contre-indication ou d'interaction. Comme d'habitude, c'est toujours mieux d'en parler au médecin, mais on n'a jamais vu, enfin en tout cas à ma connaissance, je n'ai jamais vu de contre-indication chez des personnes qui étaient en hypothyroïdie. On a plus eu justement des cas cliniques intéressants sur la maladie d'Hashimoto ou sur l'hypothyroïdie. Pour les personnes qui n'arrivent pas à dormir, alors là déjà Pascal, je pense qu'il est très important de faire un bilan sur les origines, de savoir exactement qu'est-ce qui empêche de dormir. Est-ce que c'est ce que j'appelle pathologique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un trouble du sommeil qui est purement structural, donc il y a une maladie, ou est-ce que c'est plus psychologique lié au stress pendant une période. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent perturber le sommeil. Donc, il y a la partie mentale, psychologique, donc le stress ou les médicaments, l'alimentation, les rythmes, la chrononutrition peut jouer énormément sur le sommeil. Il y a énormément de choses quand même je pense qu'il faut faire un petit bilan, alors soit avec un médecin, un naturopathe ou un psychologue pour déjà voir quelle est l'origine de ces troubles du sommeil. Est-ce que c'est périodique ou est-ce que ça dure depuis très longtemps? Parce qu'il y a de l'apnée du sommeil qui peut rentrer en cause, mais ça, c'est plus avec des médecins spécialisés. Donc, il y a quand même un diagnostic qu'il faut voir. Après, ce qui aide beaucoup dans quand même la qualité du sommeil, le stress et tout ce qui est au niveau cognitif, ça reste le Stemmenens. On a quand même des très bons résultats de 2 à 4 gélules par jour sur la fatigue aussi, avec la phényléthylamine, sur la qualité du sommeil, le stress et les performances mentales. Après, on a aussi d'autres plantes spécifiques pour le sommeil, comme la valériane, le houblon, des mélanges très, très spécifiques. La passiflore, en général, on peut mélanger aussi des plantes calmantes, relaxantes et spécifiques pour l'endormissement. Il faut vraiment avoir un diagnostic plus précis de l'origine. Et est-ce que c'est à l'endormissement le problème ou est-ce que les gens se réveillent la nuit? Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais je veux dire, le Stemmenens a quand même, en complément d'autres stratégies, peut être utile. Alors, peut-on conseiller nos compléments alimentaires aux femmes enceintes et celles qui allaitent? Alors, moi, je dis de façon générale et réglementaire, l'allaitement et les femmes enceintes, c'est quand même comment dire, des états de santé très particuliers. Donc, il faut demander au médecin. Il faut demander au médecin parce que déjà, quand on est enceinte, il y a tout un tas, le métabolisme est très perturbé, il y a des facteurs de risque, c'est quand même un état très particulier et il y a le bébé. Donc, moi, je prescris pas, je ne conseille pas plutôt sans l'avis d'un médecin. Ce qu'on fait en général, c'est que nos médecins partenaires conseillent ou le médecin qui suit la personne, on leur donne un certain nombre d'infos, mais c'est souvent les médecins qui vont avoir le dernier mot parce que c'est des états de santé trop particuliers. Moi, je ne peux vous donner que mon expérience personnelle où moi, je prenais du Stemmenens quand j'étais enceinte. Mais par contre, il faut demander au médecin, il faut lui expliquer qu'est-ce que c'est, quels sont les ingrédients et c'est lui qui décidera. Alors, les patients Alzheimer, on a quand même un certain nombre d'études qui montrent que la mobilisation de cellules souches peut avoir des effets intéressants sur les patients atteints d'Alzheimer Parkinson. Il y a quelques études cliniques. Dans le cadre du Stemmenens, nous, ce qu'on a vu sur Alzheimer, c'est quelques cas cliniques intéressants, Parkinson aussi. Donc, moi, ce que je conseille quand même d'un point de vue, vu que c'est une maladie neurodégénérative, c'est de favoriser une mobilisation de cellules souches avec le Stemmenens. Et comme il y a une composante inflammatoire à Alzheimer, d'avoir le C-active aussi. Donc, 2 C-actives par jour. Pour une personne en hypo-hyperthyroïdie, donc là, bon, ça fait partie quand même il faut avoir quand même l'avis du médecin pour toutes ces pathologies, comme je vous l'ai dit. Mais c'est vrai qu'en cas d'hypothyroïdie, surtout, on a eu des bons résultats avec le Stemmenens.
Après, la dose est très variable, là, entre 2 et 6 par jour, parce que là, ça dépend vraiment des gens. Ah oui, alors merci Sandra pour ton témoignage sur la maladie d'Hashimoto. Quand j'ai cité Hashimoto, j'ai pensé à ça. Effectivement, pour ton témoignage, puisque effectivement, donc je le lis pour tout le monde, tu as consommé le SEU depuis fin juillet 2015. Aucun souci, que du positif confirmé par des analyses sanguines et échographie. Donc merci Sandra. Là, c'est un témoignage pour Hashimoto. Et effectivement, on a eu d'autres témoignages de consommateurs appuyés par certaines analyses sanguines, des fois par les médecins partenaires, où effectivement, dans le cas de hypothyroïdie spécifiquement, il diminuait la dose de lévothyrox, par exemple, en continuant, mais la dose de Stéménène, c'est très variable selon les personnes. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à poser hein, sur le chat. Dans le cas d'un foie altéré pour une personne de 80 ans, alors, déjà, pour le cas d'un foie altéré, c'est vrai que sans diagnostic très précis, c'est compliqué. Est-ce que c'est une fibrose hépatique, une cirrhose hépatique alcoolique ou non alcoolique? Est-ce que c'est... Parce qu'il y a beaucoup de choses hein, à prendre en compte au niveau du foie. Parce que ça peut être aussi... Il y a des formes de cancer, etc. Ce qui est important... cancer, merci. Bon, dans le cas de cancer, moi je dis très souvent, et c'est la première chose, c'est qu'il faut l'avis de l'oncologue parce qu'il y a autant de cancers qu'il y a de personnes. Il y a les facteurs de risque, il y a toute une stratégie thérapeutique qu'en général le médecin ou l'oncologue met en place. Donc nous, en général, et aussi ce que les patients ont fait, hein, c'est qu'ils ont en général pris le Stéménès et le Plasmaflow en dehors des périodes de chimio et de radiothérapie, en demandant à leur oncologue, en disant, bah voilà, moi j'aimerais bien prendre ça, qu'est-ce que vous en pensez? Donc en général, ils ont pris Stéménès de Plasmaflow. Le cas d'anti-inflammatoire, bah, c'est toujours pareil, hein, on n'inhie pas la surveillance immunitaire normale, donc il faut voir si la prise d'anti-inflammatoire est autorisée. Mais en parlant à l'oncologue, je pense qu'on peut faire des choses intéressantes avec le Stéménès, le Plasmaflow et le C-Active. Aussi sur les douleurs, sur favoriser le système immunitaire, diminuer toute cette inflammation qui est présente en cas de cancer et favoriser les processus régénérateurs. Donc voilà, à partir de quel âge et sous quelles conditions les enfants peuvent-ils consommer? Bon, officiellement, bah, les compléments alimentaires, c'est fait pour l'adulte. Donc réglementairement parlant, moi, je ne conseille pas trop pour les enfants. Après, je veux dire, à l'adolescence, ça dépend du poids, mais dès qu'ils arrivent à un poids quand même à peu près normal sur les adolescents, on n'a pas besoin forcément de diminuer beaucoup les doses. Moi, ce que je dis, c'est que si le pédiatre ou le médecin qui suit l'enfant est d'accord pour que l'enfant prenne des compléments alimentaires, dans le cas du Stéménène, on n'a jamais eu aucune contre-indication. On a des cas de parents qui ont fait le choix de le donner ou des médecins qui l'ont recommandé pour certains adolescents. En général, on commence aux doses réglementées hein, de 2 Stéménènes et puis on voit sans problème. Hein. Donc, en particulier pour le Stéménène, moi, je ne vois pas de contre-indication ou interaction particulière. Mais en général, c'est mieux de demander l'avis du médecin ou du pédiatre. S'il est OK, bah, vous donnez effectivement, vous pouvez donner le Stéménène selon le cas, hein, parce que là, je ne sais pas le cas. En tout cas, pour le Plasmaflow et le C-Active, moi, je trouve que c'est mieux d'attendre quand même la majorité, hein, d'atteindre 18 ans, parce que, voilà, je veux dire, c'est quand même des choses un peu particulières. Hein. Mais en tout cas, à part si le médecin autorise, mais en tout cas, le Stéménène, ce serait quand même le premier que je pourrais conseiller. Mais après, voilà, sous avis du médecin quand même. Pour un jeune de 16 ans qui est autiste. Alors là, c'est pareil, j'ai quand même assez de demandes sur cette partie autisme. On n'a vraiment pas de cas, c'est-à-dire que je n'ai pas de recul vraiment. C'est très compliqué l'autisme parce qu'il y a différentes formes et qu'on ne sait pas tout sur cette maladie. Donc déjà, on part avec quelque chose où on ne sait pas trop. Maintenant, ça va beaucoup mieux, on en sait mieux et on le prend en charge de mieux en mieux, mais globalement, moi, je n'ai pas vraiment à ma connaissance de cas où on aurait donné les produits. Bon, là, je pense plutôt au Stéménène et on aurait vu des améliorations ou quelques bénéfices potentiels. Là, je n'ai pas vraiment de cas.
Donc moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut effectivement pouvoir en parler au médecin qui suit cet enfant et puis lui dire, écoutez, bon, bah, en plus des autres stratégies que sûrement le médecin a mis en place, prise en charge avec un certain nombre de professionnels, de dire, bah voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas tester le CMNN, c'est un mélange d'algues qui augmente le nombre de cellules souches en circulation, il y a de la phényléthylamine qui joue sur l'humeur et qui agit comme un neurotransmetteur, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'essayer? Mais globalement, sans avis médical, c'est compliqué et nous, on n'a pas vraiment de cas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui émergent, on va dire, de cette formation? Ou est-ce qu'on peut clôturer cette session? En tout cas, je vous remercie vivement pour votre participation. Vous êtes une cinquantaine aujourd'hui, donc c'est intéressant. Merci d'être toujours nombreux à ces formations. Merci encore pour votre attention. Donc effectivement, j'ai enregistré la formation, donc il n'y aura pas de problème. Vous pourrez le revoir. J'ai mis en route, j'ai passé l'introduction, donc c'est à partir des premières slides. Donc voilà. Donc vous aurez si vous voulez le réécouter ou le faire suivre à d'autres personnes qui n'ont pas pu se connecter. S'il y a d'autres questions qui émergent, n'hésitez pas donc à envoyer les questions à infofrance@cerule.com. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée, soirée selon où vous êtes. Et merci à tous. Au revoir.